La définition de ce nouveau terme. Tu as également produit le film, le documentaire d'animation Projet Transmédia Zéro Impunity. On dira quelques mots tout à l'heure. Et tu as aussi récemment créé une association qui promeut l'inclusivité du secteur cinématographique au Luxembourg. Voilà, et tout à fait. Sujets qui sont exactement très sensibles pour nous également en France, avec la charte 50-50 pour 2020. Laurence Lascari, productrice de l'autre côté du périph', pardon, Laurence, voilà, bienvenue. Voilà, Laurence qui a créé sa société de production en 2008. Je la cite pour dépassionner les débats sur les quartiers populaires, montrer qu'il est possible d'y réussir. Et on montrera justement un certain nombre d'exemples qui vont dans ce sens-là. Tu as également lancé la journée des jeunes producteurs indépendants qui maintenant vit sa propre vie, qui s'est beaucoup développée. Tu es membre du Conseil national des villes et du Collège diversité du ministère de la Culture. Parmi les films que tu as produits, on peut citer L'Ascension, qui a connu un très très joli succès avec Ahmed Silla, qui fait plus d'1 million de spectateurs. Et puis on évoquera également le projet Dans mon hall, qui permet justement de développer tout ce qui est diversité, inclusion, notamment dans les quartiers. Et enfin, Julien Tricard, qui est producteur de documentaires et de fiction chez Lucien Prod. Voilà, qui définit sa société de production en parlant fort impact sur la production et faible impact sur l'environnement. Et ça sera l'occasion d'évoquer justement les questions également d'éco-production, de fabrication des films, qui sont également une donnée importante de nos métiers et notamment du métier de impact producer. Voilà. Donc pour ouvrir ce débat et cette rencontre, je voudrais d'abord on parle souvent de ce terme d'impact producer, on parle de film à impact. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, pour vous, que revêt justement ce terme de impact producer? Marion, peut-être, pour commencer. Allez, quelqu'un se lance. Bonjour. Merci pour ton introduction. Alors, impact producer, en réalité, en tout cas en Europe, ou comment moi je le pratique, si je peux le dire comme ça, c'est pas forcément très différent d'un producteur ou d'une productrice classique, dans le sens où il est question de développer un écosystème autour d'une thématique, en général plutôt militante, et ensuite de lui donner les moyens de rencontrer son public. En l'occurrence, du coup, un impact producer, ce serait quelqu'un qui, le plus tôt possible dans la genèse du film, avec les auteurs et avec les différentes personnes, du coup, qui composent l'équipe d'un film, peut permettre d'utiliser le film comme une arme pacifique pour pouvoir soit changer des mentalités, changer des lois. Il y a des campagnes d'impact, du coup, qui sont proposées par l'impact producer et qui sont créées soit pour et avec l'équipe. Et l'impact producer, ça peut être quelqu'un qui soit fait partie de l'équipe de production de manière naturelle. En l'occurrence, chez Aban, c'est plutôt moi. Et je suis en général la productrice déléguée des films qu'on produit. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est externe, dont c'est le métier principal, et qui peut aussi ramener des fonds spécifiques liés à la thématique ou à la démarche qui est mise en place autour du film. Je pense. Tu as quelque chose à rajouter ? Laurence. Alors, Marie a très bien répondu. Si je peux ajouter 2 mots, pour moi, un impact producer, c'est un producteur ou une productrice qui va amener, grâce à cet outil formidable qui est une œuvre de cinéma, qui va amener du changement, qui va amener à réfléchir, qui va amener à agir sur des thématiques données. Et pour vous donner une idée, il y a eu des études aux États-Unis qui montrent que c'est à travers les écrans que les personnes se forgent leur représentation de la société. Donc on a vraiment une responsabilité. Et être productrice à impact, c'est aussi tenir compte dans notre savoir-faire, dans notre métier, de cette responsabilité-là. Et ça t'a venu dès le départ dans votre parcours de productrice, de se dire dès les premiers films, ou c'est un cheminement qui s'est fait au fur et à mesure? En ce qui me concerne, oui. Donc j'ai créé ma société il y a 11 ans. Et quand j'ai décidé de me lancer, alors c'était d'une part parce que je voulais être productrice. Et j'avais envie, j'étais vraiment impatiente
de pouvoir exercer dans ce domaine-là. Et j'avais la sensation que ça allait prendre trop longtemps si je continuais à travailler pour d'autres sociétés. Et pourquoi j'ai créé de l'autre côté du périph', c'est parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu as apporté dans ce paysage-là, dans cet écosystème-là? Pourquoi tu crées une société? Quelle est ta légitimité? Et donc, ça a été très naturel. Je me suis dit, bah, je vais mettre un peu de mes engagements, de ce qui m'anime, de ce qui me révolte dans cette société. Et comme ça, elle sera unique. Je propose peut-être de mettre une petite image sur... voilà, pour justement peut-être définir un peu mieux, c'est très bien fait du reste, par contre, le métier d'impact producer, mais en tout cas pour voilà, avoir une vision de quoi ça sous-tend exactement. Yo, salut Grande Voilà. Contrôle, ça va? Bon, alors chez Lucien, ouais, on fait pas de l'impact producing, c'est-à-dire que nous, on considère effectivement que je vais me rasseoir, c'est un peu bizarre que je me sois levé. C'est l'émotion. Ouais, que t'allais slammer, là, mais non. Bon, ok. C'est-à-dire qu'il y a la question des contenus, et effectivement, les contenus qu'on produit, on essaye qu'ils aient un impact sur le monde, et c'est hyper important, effectivement, et on a cette flexibilité parce qu'on a une petite boîte de prod, etc. Mais aussi, moi, comme je suis très engagé sur la question environnementale, et j'ai créé le Media Club Green, qui est une association qui vise à promouvoir la question environnementale, écologique, très largement dans le secteur des médias. On a plusieurs credos au Media Club Green. C'est il faut effectivement que éditorialement, ça diffuse le plus largement possible, c'est-à-dire que ça pénètre dans toutes les strates de la conscience. Et comme on disait ce matin, donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier débat sur les récits, passer de la peur derrière à la réflexion devant et la projection dans l'avenir, c'est super important. Donc éditorialement, on voudrait que les médias s'emparent de la question le plus largement possible. C'est un peu ce qui est en train de se produire. Et puis le fasse bien pour influer la société. Mais la deuxième chose, c'est effectivement, nous-mêmes, on ne peut pas être des donneurs de leçons. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que nos pratiques soient en accord avec ce qu'on prêche. Il faut qu'on soit nous-mêmes le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc il faut que nous, les professionnels des médias, les producteurs, les diffuseurs, les institutions, etc., on mette en œuvre un écosystème qui permette à nos pratiques d'être le plus sain possible. Donc il y a pas mal de changements et je pense qu'on va en parler. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se profiler. C'est pour ça que j'ai fait vite fait ce petit schéma. C'est-à-dire, en gros, la ligne horizontale, c'est la ligne de nos pratiques professionnelles. On fabrique des contenus, on les diffuse, on les exploite et ils ont une vie propre. Et ça, on peut agir sur la façon dont on travaille. La ligne verticale, c'est la ligne des gens sur qui on a un impact en faisant ça. Donc, parce que nous, les médias, on est une courroie de transmission entre le grand public, les décideurs, les industriels, les politiques, etc. On parle à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si tous les milliardaires essayent de s'acheter des médias. C'est qu'on a une vraie influence. On a une vraie influence sur le monde. Il faut qu'on en soit conscient et il faut qu'on utilise cette influence. Là où Patrick Lelay, il y a 15 ans, a scandalisé la France entière en disant nous, on vend du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Et c'est notre métier, et ben nous, on peut aussi dire, on va au contraire essayer de diriger ce temps de cerveau vers des contenus utiles qui transforment la société, qui transforment le monde, qui transforment la façon dont les gens se comportent dans le monde. Donc, on parle aux décideurs. Et puis, on parle aussi au public. Et les publics, nous on dit le public parce que c'est une espèce d'habitude. On est des producteurs, on est des diffuseurs, donc on dit le public. Mais le public, c'est des citoyens, c'est des électeurs, c'est des consommateurs, c'est des militants, c'est des gens qui sont indifférents. C'est super important de parler aux gens qui sont indifférents, justement, de les faire venir, parce que c'est ceux-là qu'on peut retourner, qu'on peut faire changer d'avis. C'est le président de la République qui a vu Les Misérables et qui s'est dit « Mais tiens, si on faisait un plan banlieue ?» Donc voilà, on parle à tout le monde et on peut changer les choses, on peut faire bouger les choses et plus on va être nombreux à le faire, plus je m'exalte. Et donc la troisième chose, une fois que on a dit qu'il faut changer nos pratiques, après il faut le faire. C'est-à-dire que concrètement, on fait comment ? Et donc c'est là où il faut que nos pratiques professionnelles aussi, on les perfectionne. Il faut que la formation suive, formation initiale, formation continue. Il faut que les savoirs se transmettent. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Donc moi je vois ce métier d'impact producer comme, cette notion
d'impact producer, comme la rencontre effectivement entre producteur, je produis, je fabrique, et impact, je diffuse et j'améliore en fait le monde autour de moi. Voilà. Parfait, très bien. Donc effectivement, impact sur les sujets, impact sur la manière de produire, et forcément un rôle qui est un peu plus élargi. Et j'aimerais justement qu'on en parle, puisque effectivement, j'ai presque l'impression que le travail est double quand on est un producteur finalement à impact. C'est-à-dire il y a l'histoire qu'on raconte, le développement du projet, la recherche de financement des coproducteurs, distributeurs, et puis en même temps, il y a ce travail avec les associations, les ONG avec lesquelles on peut être amené à collaborer. Donc ça pose à la fois la question en amont, c'est-à-dire quand on travaille avec elles, comment on développe ce projet et comment on arrive parfois aussi à s'affranchir de leurs demandes ou de leurs souhaits. Et puis après, le travail ici également d'accompagnement à travers des campagnes d'impact. Voilà. Il y a plein de réponses dans ton commentaire. Est-ce que c'est faire le double du travail? Oui, ou des fois même le triple. Parce que souvent, il faut aussi des fois convaincre des gens qui gravitent autour de l'écosystème de chacun de nos films que du bien fondé de notre démarche. Donc oui, des fois, c'est le double ou le triple du travail. Après, je pense qu'on le fait toutes et toutes de bon cœur. Sur la question des ONG, nous, typiquement, en fait... le film et le travail que j'aime bien mettre en avant, qu'on a produit, c'est Zero Impunity, qui va s'intéresser en fait à l'impunité qui entoure les violences sexuelles en temps de guerre. Et donc c'est un long métrage, documentaire animé, et c'est également une grande campagne d'impact où on a pu changer des lois et changer des mentalités. Le film s'est fait avec c'est une idée originale et développée par Nicolas Blise et Stéphane Hubert-Blise. Le film s'est fait sur des financements étatiques publics, donc le Film Fund de Luxembourg et le CNC ici en France. Et le travail avec les ONG et les associations s'est fait au cours de la fabrication du film et quand on a sorti les campagnes d'impact. Parce qu'effectivement, on savait au travers de nos recherches que les solutions sur pourquoi on est encore en train d'avoir cette conversation sur la question des violences sexuelles en temps de guerre. Il y a beaucoup d'ONG qui y travaillent. Les solutions, elles sont déjà existantes. Donc nous, notre boulot, c'était pas de réinventer l'eau chaude, mais c'était de se dire, OK, on peut créer une campagne où on peut avoir un grand rassemblement citoyen. Et effectivement, les outils qu'on a utilisés, ce sont des enquêtes journalistiques et des pétitions. On a 450 000 personnes qui ont signé les pétitions. Et donc, en fait, on voulait créer un mouvement citoyen, d'une part, pour montrer aux victimes qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'on trouve que c'est pas normal et que on doit réussir à y mettre fin. Et effectivement, on a utilisé cette attention et ce spotlight pour mettre, on va dire, l'accent sur des initiatives de certaines ONG qui étaient déjà existantes, mais qui parfois avaient juste besoin d'un peu d'attention médiatique. Et c'est ce que nous, on a fait au travers de la campagne d'impact. Mais du coup, on n'a pas travaillé en amont et en termes de financement. Vous n'aviez pas de financement de la part d'ONG. Et ça, c'est aussi une autre question qui est intéressante. C'est à partir du moment où une ONG peut intervenir dans le financement d'un projet, ça peut poser parfois quelques questions, voire problèmes, et notamment vis-à-vis des diffuseurs. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots, Julien, par exemple? Moi, j'ai un cas concret, c'est-à-dire qu'on a fait un documentaire récemment pour une chaîne de télé, pour un diffuseur qui est Planète, en l'occurrence, et sur un sujet qui est très proche d'une ONG, où on parlait en fait du travail qui est fait grâce à des fonds qui sont rassemblés par une ONG. Sur un sujet très touchy, donc pour vous dire, c'est un film qui se passe entre Israël et la Palestine, donc déjà dès qu'on dit ça, vous voyez à quel point on est sur une corde comme ça. Et en fait, on a au début sollicité l'ONG et un peu naïvement on se disait ils vont nous aider, éventuellement ils vont nous aider à trouver du financement, etc. Même si eux ils nous en filent pas directement. Et puis on s'est rendu compte en fait assez vite que si on les laissait faire, ils allaient totalement s'emparer de l'éditorial de notre film et que ça allait se transformer en publi-reportage. Ce qui était totalement contre-productif, parce qu'en plus, nous, on faisait un film de création pour une chaîne de télé, et c'était certainement pas une pub, surtout sur un sujet touchy comme ça, où il fallait pas qu'on soit partisan ou qu'on se mette à prendre parti pour qui que ce soit.
au final, ça a été assez compliqué. Tout le monde était très content du film, la chaîne était contente du film, les retours des spectateurs étaient formidables. Enfin, voilà. Et l'ONG, enfin l'association en l'occurrence, n'a pas compris ce qu'on a fait et disait oui, mais vous auriez dû parler de ça, et puis vous auriez dû dire qu'on avait fait ça, c'est pas bien, etc. Enfin, moyennant quoi, la chaîne leur fait de la pub sur les réseaux sociaux, ils réutilisent la pub. Enfin, finalement, c'est bien. Mais voilà, et ça nous a amené à découvrir quelque chose, c'est que travailler avec les ONG, c'est bien, et surtout dire qu'ils font un travail remarquable et montrer ce qui se passe dans le monde, c'est vachement bien. Mais effectivement, il faut garder une certaine objectivité, une certaine neutralité. Et les chaînes de télé, les diffuseurs s'y trompent pas. On a vendu ce film, en l'occurrence, à la BBC. Et la BBC, la première question qu'ils nous ont posée, c'est est-ce qu'il y a de l'argent d'une ONG dedans ? Non, c'est question piège. Ils vont pas le prendre. Et en fait, c'était oui. Heureusement qu'il n'y en avait pas, parce que sinon, ils ne le prenaient pas. Et ils ont même une règle, c'est que dans un film comme celui-là, qui parle du travail qui est fait, on ne peut mentionner une association qu'une fois. Au-delà, c'est pareil, ils ne prennent pas le film, ils ne le diffusent pas. Donc il faut être très prudent avec ça, c'est-à-dire qu'on est des créateurs, on n'est pas là pour servir la soupe, on est là pour montrer le monde. Donc là, je parle en tant que producteur. Hein, et aussi légitime ce que soit l'ONG, c'est-à-dire effectivement de bien se distinguer du discours partisan éventuel d'une association. De toute façon, on rentre dans des circonvolutions politiques. Il y a toujours de la politique, il y a toujours des problématiques de communication. Et puis les ONG, ils sont comme tout le monde. Hein, ils ont des parts enfin, c'est des entreprises. Donc ils ont des parts de marché, ils passent leur temps à solliciter des fonds auprès du public, auprès des institutions, etc. Et donc ils se tirent la bourre. Et moi-même, je suis patron d'association par ailleurs. Et voilà, on est toujours en train de chercher des fonds. Et puis il y a d'autres associations qui font la même chose. Et donc on est en guerre. Donc très vite, quand les gens parlent de nous, on a envie que ce soit super maîtrisé, super encadré. Faut froisser personne, etc. Donc, c'est très touchy, c'est important de le faire, mais c'est bien aussi qu'il y ait des cloisons en fait, posées entre le monde de la production et le monde associatif ONG. En France, quelle est la position justement des diffuseurs ? La BBC a une ligne très claire là-dessus, mais en France, qu'en est-il ? Du coup, en plus, je ne suis pas forcément la productrice française du panel, mais effectivement, je me souviens avoir eu un contrat avec Arte il y a quelques années, enfin je veux dire il y a moins de 5 ans, et effectivement une des clauses concernait les fonds, les apports privés dans la production et dans le budget du film. Et il y avait un pourcentage, il me semblait que c'était 1 ou 2% du budget du film qui ne devait pas venir d'une fondation ou d'une marque en particulier. Et c'est vrai que ce que tu décris est assez vrai. Il y a beaucoup de fondations qui fonctionnent comme des marques, qui doivent se différencier, se faire identifier et qui ont aussi des fonds à trouver, un message à passer. Donc effectivement, je pense qu'il y a, au-delà du respect qui est dû au sujet, aux artistes avec lesquels on travaille, il y a toute la chaîne de production, je pense, qui peut être à considérer et à questionner au fur et à mesure qu'on développe nos financements et notre campagne d'impact. Cela dit, je pense aussi que, sans pour autant avoir des noms, je pense qu'avec certaines fondations, certaines ONG, ça peut être plus facile de travailler avec d'autres, surtout si elles ont déjà accompagné un film. Parce que c'est comme tout le monde qui n'est pas en général du milieu du cinéma, des arts visuels ou de la télévision, on pense assez facilement que c'est facile de faire un film, qu'une bonne idée, ça tombe comme ça et que ça coule de source. Mais ça ne l'est pas. Et effectivement, ça peut aussi prendre du temps. Donc, typiquement, sur Zero Impunity, notre collaboration avec les ONG est arrivée plutôt en cours de fabrication du film, en parallèle avec les campagnes d'impact. Ça a été, comme dit, pour dire on trouve que ce qu'on dit, ce que vous portez, il y a un sens. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on essaye juste de pousser ce que vous faites ? Oui. Donc là, on va dire que les termes étaient clairs et tout le monde s'en est retrouvé très content. Après, sur notre nouveau projet qui s'appelle Ghost Dance, qui est une fiction en animation, qui est le triple du budget. Enfin, du coup, j'envisage que ce qu'on a pu faire sur Zero Impunity, qui était du documentaire, j'ai très envie de commencer plus tôt les conversations avec les fondations, avec ces fonds privés. Maintenant, pour le moment, c'est une grande envie. Je pense qu'il y a de la place, mais je sais que c'est
pas, peut-être même pas avant d'entrer en production ou en pré-production que je les approcherai, parce qu'effectivement, il peut se passer 3 ans entre aujourd'hui, je vous envoie un email parce que vos objectifs, votre budget sont alignés avec une collaboration qu'on pourrait mettre en place, mais mon film va rentrer en production dans 3-4 ans. Et effectivement, si on n'est pas conscient ou si on n'a jamais travaillé de manière directe ou indirecte sur un film, ça peut être extrêmement long. Les objectifs peuvent changer, les budgets peuvent changer, les personnes peuvent changer. Donc je pense que c'est toujours un peu un équilibre et un curseur à trouver. Laurence, toi qui travailles avec des associations depuis très longtemps, est-ce que tu peux nous dire ici quelques mots également sur ton expérience? Oui, alors concernant les ONG, moi je n'ai pas vraiment d'expérience. On a essayé de les solliciter, mais j'ai l'impression que soit on les contacte trop tôt et ils ne savent pas forcément lire de scénarios, de traitements, etc. Et donc ils ne réagissent pas. Soit on arrive un peu en aval et ils ne savent pas bien comment se positionner, comment s'en emparer. Donc on a essayé et puis on a mis ça de côté. Il y a quand même certaines fondations qui font des appels à projets assez précis et là on peut voir si ça rentre ou pas dans les valeurs et les problématiques traitées par nos projets. Et effectivement, j'ai travaillé avec une association dans le cadre d'un projet. C'est une collection de courts-métrages qui s'appelle Dans mon hall. Et c'est un projet cinématographique et à vocation sociale, puisqu'on emmène le cinéma dans des quartiers, donc ce qu'on appelle les quartiers QPV, les quartiers politiques de la ville, dans des cités. Et en fait, on emmène un réalisateur, une réalisatrice en immersion pendant 2 semaines dans une cité. Et ils vont rencontrer les habitants, faire un casting, travailler avec eux pendant 2 semaines, écrire sur place des récits en fonction de ce qu'ils vont y trouver, ce qui va les étonner, ce qui va les inspirer. Et donc, en 2 jours et demi, on va tourner des petites scénettes, des courts-métrages. La finalité, c'est vraiment de faire vibrer le quartier autour du cinéma. On a eu des belles histoires, il y a des films qui ont été primés en festival, d'autres qui ont été diffusés à la télévision, etc. Et dans nos relations avec l'association, c'était, disons qu'on a un rôle un peu, la production, l'équipe a un rôle un peu de médiateur presque, entre 2 mondes, entre le monde du cinéma et les personnes qui sont soit bénévoles ou soit salariés associatifs de quartier. Et donc, c'est voilà, à la fois prendre une nouvelle casquette, s'adapter. C'est pas que quand on est directeur de production sur Dans mon hall, c'est pas juste veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir produire le film. C'est véritablement être chef de projet, c'est prendre une casquette de VRP si l'association a besoin d'un coup de main pour aller convaincre le maire de faire un chèque ou un bailleur, etc. Être capable de tout arrêter, une réunion de prépa, parce qu'il y a soit des journalistes qui viennent ou des bailleurs, et donc il faut les accueillir, il faut faire preuve d'enthousiasme. C'est être animateur pour faire, motiver les gens à participer, faire des maraudes. Enfin, c'est tout un tas de casquettes, c'est presque un nouveau métier finalement. Et puis, quand c'est le moment du tournage, il faut aussi temporiser les gens d'association qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas tout arrêter parce qu'elles ont envie de faire visiter à des élus ou autres le tournage, etc. Donc, il y a un rôle de médiation et on fait en sorte aussi que chaque technicien qu'on va recruter sur ce projet aura des affinités, aura envie de transmettre à des personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc on s'adapte. Et finalement, un peu comme la journée des jeunes producteurs indépendants que j'avais créée en 2011, avec Dans mon hall, c'était un peu pareil. C'est un projet que j'ai impulsé au sein de ma société. Et puis finalement, on le sort. Donc là, il y a l'association Dans mon hall qui a été créée parce que malgré tout, même si c'est les mêmes équipes, c'est quand même peut-être plus cohérent de le faire à travers une association parce que face à nos interlocuteurs, pour eux, c'est plus lisible qu'un tel projet soit porté par une association plutôt que par une SARL.
Oui, là, donc là, on vient à l'aspect économique aussi, parce qu'effectivement, le cinéma et l'audiovisuel, c'est une industrie. Donc, il y a toujours quelque part un balancier entre votre démarche citoyenne et en même temps le fait qu'il faut faire tourner la boutique, comme on dit. Et justement, comment vous arrivez un petit peu à vous y retrouver? Et juste pour compléter, quand bien même ma société, c'est une SARL, elle a malgré tout un agrément. Je ne sais pas si c'est votre cas. On a l'agrément ESUS, mais c'est pas... ça n'a pas grande utilité finalement, puisque au quotidien, ça nous sert pas à grand-chose. L'agrément ESUS, pardon, c'est l'agrément social et l'économie sociale et solidaire, donc qui est accordé par la Directe et ça, comment dire, ça labellise les sociétés qui, comment dire, ont des activités, ont des pratiques qui favorisent soit le développement durable, soit le vivre ensemble, enfin différentes thématiques qui relèvent de l'ESS. Tu parlais de la question, c'était En fait, c'est justement comment on arrivait, quand on développait des projets auxquels on est attaché en tant que citoyen et même au niveau associatif, parce qu'à un moment donné, effectivement, tu parlais du fait que au départ, c'est au sein de ta société, puis à un moment donné, tu décides de, justement, pour que éviter que les choses soient un petit peu floues, de dire d'un côté les projets que je développe dans une logique de production, voilà, même si j'ai des sujets à impact, et puis de l'autre, il y a une démarche qui se rapproche plus d'une démarche associative ou militante. Qu'est-ce que ça t'inspire et est-ce que toi, en tant que productrice à impact, tu es confrontée à ça dans les sujets que tu traites, puisqu'il y a la nécessité, voilà, comme je disais, de faire tourner l'activité, de développer des projets avec des impératifs de recettes aussi, bien sûr. Il faut que ça marche. Ça en revient aussi un petit peu, je pense, à répondre à la question à laquelle tu répondais avant. Est-ce que c'est depuis le début dans votre ADN, l'impact, les campagnes? Nous aussi, on a créé la société pour porter certaines valeurs. On a un éditorial avant de regarder même les formats, que ce soit de long métrage, des nouvelles narrations, de la réalité virtuelle. On n'est pas forcément toujours obligé de faire un grand écart entre remplir le frigo et être à fond militant sur nos projets, parce que porter des voix et des artistes, ça peut être, oui, aborder des sujets de manière très frontale comme Zero Impunity, ou de manière beaucoup plus poétique, indirecte, comme ça a été le cas sur une autre œuvre qui s'appelle Cosmos Within Us, qui est une œuvre en réalité virtuelle avec une performance qui va s'intéresser à Alzheimer. Donc c'est, on va dire, la thématique de base, et le personnage principal commence à perdre tous ses souvenirs, mais il y en a un en particulier douloureux pour lui, celui de sa petite sœur qui est décédée quand il était très très jeune, qui veut absolument garder. Donc c'est cette expérience de la mémoire et de cette maladie qui a été mise en avant. Donc on va dire que ouais, non, enfin, à titre personnel et en tant que société, on essaie toujours de trouver un point d'éditorial qui nous permette d'être natif sur un projet ou de coproduire. Je pense qu'il y a de plus en plus de projets militants ou qui ont envie de porter des valeurs ou qui ont envie de raconter des histoires, qu'elles concernent une petite population ou qu'elles soient complètement universelles et que ça nous touche tous en tant que citoyens et personnes. Donc je pense qu'il y a un peu de la place pour les deux. Cela dit, je suis au Luxembourg et je sais qu'on a plutôt des problèmes de riches. Pour répondre à la question, moi, c'est assez drôle finalement, parce que je constate que chaque fois que j'ai voulu aller sur un projet qui n'était pas évident au niveau éditorial pour ma société, parce que c'est pas écrit. Enfin, quand tu as fait la présentation au début de ce que j'avais envie de défendre, quand c'est pas évident sur le papier, quand je le fais presque par opportunisme, ce qui m'est arrivé, des fois on a des projets qui arrivent où il y a déjà, je sais pas, il y a déjà soit un financement, soit un diffuseur ou autre. Ça s'est jamais bien terminé, jamais. Ça s'est toujours soit arrêté, soit mal terminé. Donc quelque part, je pense que je suis condamnée en fait à rester dans une ligne très précise. Et puis pour ce qui est de payer les factures, parce que c'est une réalité aussi quand on a une société, quand on a des salariés. Quand j'ai commencé, ce qu'on faisait, c'était des films institutionnels, des films de commande, avec
la particularité d'aller sur des films que j'appellerais porteurs de sens. Donc même en étant prestataire, on arrivait à être sur des sujets un peu sympas. On a fait un film sur le recyclage de téléphones mobiles avec Emmaüs, c'était une entreprise d'insertion. Il y a des films, on a travaillé pour Novetic. On arrivait quand même toujours à faire des choses qui restaient proches de cet écosystème des personnes actives militantes, etc. Je pense que c'est lié effectivement au fait que le métier de producteur, en fait, ça implique de porter un projet pendant des mois, puis des années, sans jamais avoir la certitude que ça va se monter. Et en fait, un jour, un producteur de cinéma me disait, mais en fait, un film qui existe, c'est un miracle. On a tellement de déchets, on a tellement de trucs qu'on n'arrive pas à monter. Et en fait, les films qu'on arrive, Laurence a raison, les films qu'on arrive à monter, c'est les films pour lesquels on se bat. Donc après, pourquoi est-ce que tu as envie de te battre? Est-ce que tu as envie de te battre pour être milliardaire? Auquel cas, effectivement, tu feras n'importe quoi et des trucs sans âme et tout. Ou est-ce que tu as envie de te battre pour... Est-ce que tu vas te battre pour un truc qui t'éclate, ou tu as envie de te lever le matin, si je suis en train de faire un super beau film, j'adore bosser avec ce réalisateur, j'adore... ça, c'est la partie... je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, qui est quand même un métier de crevard, où tu passes ton temps à courir après les gens, s'il vous plaît, aidez-moi, financez mon film. Et voilà, et en fait, selon la personnalité que tu es, ce que tu portes, tu vas bien le faire ou tu... Voilà. Et après, moi, je viens de la télévision commerciale. Je pense que pendant très longtemps, on a beaucoup fonctionné avec cette formule qui est attribuée, je crois, à Samuel Goldwyn, qui est si vous avez un message à faire passer, envoyez une lettre. Et en gros, on n'est pas là pour diffuser des messages, on est là pour divertir les gens. Mais en fait, ça, c'était dans les années 30, quand le seul moyen de se divertir des gens, c'était d'aller au cinéma pour oublier la crise. Aujourd'hui, il y a des milliers de canaux de communication, il y a Internet, il y a des centaines, des milliers de chaînes, il y a Netflix, il y a tout ce que... Donc, à un moment, comment est-ce que tu te fais remarquer? Et je trouve que un phénomène, moi, qui me marque cette année, on regarde, on ne va pas aller chercher loin, tu regardes la énième comédie de buddy movie avec les deux grosses stars du moment qui sont Philippe Catherine et Danny Boone, qui est censé être et c'est la 20 millième fois qu'on fait ça depuis De Funès et Bourvil, et après on a eu Depardieu et Pierre Richard, etc. Bon, les gens ils vont pas trop. Bon, et le vrai phénomène, le vrai film qui cartonne, que le public se déplace pour aller voir et que la critique en sens, c'est Les Misérables, qui parle de banlieue, qui est un film difficile, exigeant. Et après, on en pense qu'on en veut. Je sais qu'il y a des débats, mais... Au Nom de la Terre, Les Invisibles. C'est vrai qu'il y a eu une année où ces films-là ont vraiment performé. Il y a un public pour le film sur Cédric Héroux. Il y a un public pour effectivement. Et quand on parle bien d'inclusion, de diversité, quand on fait un film qui s'appelle Intouchable, qui parle d'un mec de banlieue qui va s'occuper d'un handicapé moteur lourd, et on fait 18 millions d'entrées. Pourquoi? Parce que c'est bien. Et donc, il y a un moment, c'est aussi de quel message tu veux faire passer. Quel type d'impact tu veux avoir. Après, les 18 millions d'entrées, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Hein, mais par contre, ils ont en commun tous, c'est le financement au départ. J'aimerais qu'on parle de cette question-là parce qu'au final, ces films, c'est des petits miracles. Par exemple, dans le cadre du Festival de Cannes, dans la sélection des films en compétition, les 2/3 des films ont eu du mal à se faire et ils auraient dû ne jamais exister. On voit Les Misérables en font partie, fait partie d'ailleurs. Et ça pose également la question des sources de financement et comment on peut justement amener notamment des acteurs traditionnels du financement du cinéma ou l'audiovisuel à être justement plus volontariste et aller financer justement ce type de contenu. Je sais que parfois vous rencontrez des difficultés, alors c'est lié globalement au cinéma, à l'audiovisuel, mais particulièrement dans ces sujets-là. On ne rencontre pas parfois des difficultés, on tout rencontre le temps. Tout le temps des difficultés. Oui, j'ai l'impression que les choses bougent, déjà avec un forum tel que celui-ci, moi, qui me fait extrêmement plaisir parce que ça permet d'avancer. Parfois, on tâtonne, on se sent seul, on essaie de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, trouver des solutions, etc. Donc, je me dis que ce type de rencontre, ça peut aider aussi à avancer. Et puis, la naissance de studios tels que Eco Studio. Tout à l'heure, autour de la table, il y avait Impact Investissement. Et puis avant, il y avait, c'était tout à l'heure aussi, Pixetic. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui commencent à émerger pour faire en sorte que les acteurs se rencontrent et puis permettre cette
prise en compte de notre valeur ajoutée, de ce qu'on a à apporter d'un point de vue sociétal, parce que on vit dans un monde qui est en quête de sens. Donc, je pense que ça va devenir de plus en plus intéressant, important, voire indispensable. J'abonde. Et c'est vrai que par rapport aux audiences, à la multiplication des écrans et à l'indispensabilité de ce message, je pense que, ou en tout cas nous, ce qu'on a vécu sur Zero Impunity et sur nos productions, c'est que souvent, il arrive qu'on travaille sur des documentaires, sur des films où le sujet est complètement nouveau. On met la lumière sur quelque chose qui n'avait jamais été montré avant et c'est magnifique. Tout comme on peut aussi travailler sur des sujets qui ont déjà été entendus sur des angles nouveaux, comme c'est le cas, si je reprends notre école Zero Impunity. Et c'est vrai que pour nous, la campagne d'impact, elle nous a principalement permis, au-delà, effectivement, comme je le disais, parce que c'était surtout ça qu'on avait en tête, de montrer aux victimes qu'on les entend, qu'on est là et qu'on va essayer de se battre avec et pour elles. Pour nous, en fait, on s'est dit qu'il y avait déjà des tas de documentaires, de travaux journalistiques. Enfin, l'écosystème sur les violences sexuelles et en temps de guerre était déjà assez bien documenté, mais qu'à chaque fois que quelqu'un pouvait se donner un petit peu de temps de cerveau pour la thématique, effectivement, on a une rage, une tristesse, une colère, enfin, tous ces sentiments qui sont créés. C'est assez difficile de les gérer parce qu'on ne peut pas, en tant que personne dans une audience, se battre la tête contre un mur qu'on ne peut pas faire tomber. Et la campagne d'impact a permis ça en fait pour nous, à savoir que on est 20 minutes pour lire un article sur Mediapart ou un de nos partenaires, 2 minutes pour signer une pétition ou 90 minutes pour aller voir un film, voire un peu plus pour discuter avec les réalisateurs ou les invités. Ça permettait à chaque personne qui se sentait touchée et qui se disait j'aimerais pouvoir faire quelque chose, de pouvoir effectivement le faire, et c'est pour ça en fait que nous, ça nous intéresse de développer des campagnes d'impact. C'est parce que je pense que au final on a tous envie de faire mieux que ça. On a tous envie de faire mieux que ça, mais on n'a pas toujours la possibilité ou les outils pour pouvoir le faire. Comment réagissent justement les pouvoirs publics? Je pense aux institutions comme le CNC, comme les régions, justement pour favoriser des productions à impact. Est-ce que vous discutez justement avec ces interlocuteurs pour faire évoluer les choses? Parce que ça passe évidemment par des financements privés, on en a parlé tout à l'heure avec les financements innovants, mais c'est aussi de faire évoluer les financements actuels. Est-ce qu'il y a des choses en cours? Du coup, pour la France, je ne suis pas forcément... Alors, au Luxembourg, spécifiquement sur l'impact, non. Maintenant, ils sont très sensibles aux films qui veulent porter un message, et encore plus s'ils sont faits avec... et de par le Luxembourg. Cela dit, de manière générale, quand on a commencé à plus s'identifier en tant qu'impact producer, forcément, il y a de plus en plus de conversations qu'on a eues, beaucoup plus d'ailleurs avec des gens du documentaire que de la fiction. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'équipes de films m'ont dit « Je trouve ça génial. Mon film, il pourrait complètement changer cette situation, et c'est pour ça que je fais. C'est pour ça que je fais un film, parce que je trouve ça intolérable, ou je veux parler de ça. » Mais j'ai déjà du mal à boucler le financement de mon film. Alors, t'imagines en plus embaucher une personne qui fait de l'impact spécifiquement, ou trouver même juste une assistant qui me permette, à qui je peux déléguer cette partie et construire ensemble. Donc effectivement, dans l'écosystème de financement, en tout cas en Europe, c'est pas si évident, même si l'intérêt se forge, alors qu'il est beaucoup plus évident aux États-Unis qui fonctionnent naturellement avec des fonds publics, des fonds privés. Alors, transition toute trouvée, parce que c'est un autre sujet qu'on voulait aborder, mais peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, mais je voulais qu'on parle évidemment de l'éco-production, et je sais qu'il y a des soutiens qui se mettent en place là-dessus, et peut-être que Julien, tu peux nous en dire 2 mots. C'est vrai que, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit nous-mêmes le changement qu'on veut voir dans le monde. Quand Canal+ fait l'effondrement et qu'on dit que l'effondrement a été éco-produit, c'est super, et tout le monde dit c'est normal, puisque c'est un film qui parle d'écologie, et c'est un film qui parle de collapsologie, donc c'est normal qu'ils aient éco-produit le film. Et moi, quand j'entends ça, je dis mais ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui vont faire des films sur les violences qui vont pas violer des femmes sur les plateaux. Non, personne peut dire ça. Mais à un moment, il faut que chaque production se responsabilise, quel que soit le sujet du film et quel que soit le contenu.
Et ça vaut d'ailleurs pour toute la chaîne de valeur. Enfin, je reviens à mon truc, ça vaut pour la diffusion. Il faut que, enfin, même les plateformes qui polluent énormément se posent des questions sur la meilleure façon de diffuser leur contenu, etc. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se mettent sur le secteur de la production. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui existent. L'Île-de-France, Film Paris Région a déjà mis en place un éco-bonus. Et Film Paris Région fait partie d'un ensemble d'une association de régions européennes qui s'appelle Ciné Regio, dans lequel il y a 49 associations à travers toute l'Europe. Et dans ces 49 associations, il y en a une qui est la région de Trente en Italie, qui a un système d'aide justement de bonification pour les tournages écologiques qui est extrêmement performant. Notamment pour des raisons un peu techniques, c'est-à-dire que c'est une des régions les plus préservées et les plus sauvages d'Europe en fait, et ils ont un office de protection de l'environnement qui est extrêmement actif, donc qui a participé et qui assure un contrôle vraiment efficace. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils se fédèrent. Ciné Regio a repris le cahier des charges de la région de Trente et est en train de travailler avec tous les membres, donc y compris la région Île-de-France, pour adapter ça et pour que ça se généralise en Europe. Le club des producteurs européens a mis en place et commence à faire signer à tous ses membres une charte aussi pour s'engager à se responsabiliser sur les tournages. Le CNC va faire des annonces normalement un peu fracassantes dans très peu de temps. Je ne peux pas vous dire le contenu, c'est pas que je veux pas, c'est pas qu'ils m'ont interdit quoi que ce soit, c'est que j'en sais rien. Mais je sais qu'ils travaillent vraiment très activement sur la question. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'avais pris des notes. Hein. Alors, juste pour revenir sur la région Île-de-France, parce que c'est dans le cadre du fonds de soutien, effectivement, il y a un bonus innovation. Et dans le bonus innovation, si vous produisez de manière éco-responsable, qui peut être une démarche aujourd'hui innovante, mais on espère qu'elle ne le sera plus d'ici quelques années, vous pouvez, en plus du fonds de soutien que vous obtenez pour votre production, avoir ce bonus, voilà. Qui va jusqu'à 100 000 euros, je crois. Donc, c'est pas négligeable. C'est sur un budget de film qui peut monter à 5, 7, 10, 20 millions. Mais ça peut être une véritable incitation. Et ça finance d'ailleurs la démarche, parce que effectivement, faire éco-produire, ça implique des fois d'engager quelqu'un sur le tournage, on va peut-être en parler. Alors, on peut en parler maintenant, si tu veux. Moi, je travaille beaucoup avec Sequoia, je travaille avec Pixetic aussi, dont tu parlais. Et je travaille beaucoup avec Sequoia, qui sont un peu aujourd'hui devenus les leaders de facto de l'éco-responsabilisation des tournages, qui ont accompagné notamment la saison 3 de Baron Noir. Et là, je trouve ça bien, voilà, ce que je vous disais par rapport à quand on fait l'effondrement, oui, c'est bien, mais en fait, quand on fait Baron Noir, qui n'est pas du tout une série qui parle d'environnement, mais que les producteurs se responsabilisent, et là, pour le coup, c'est une démarche vraiment personnelle de Thomas Bourguignon chez Quay, qui a décidé de le faire, de sa poche. Hein. On évalue, donc Sequoia, ils évaluent que le surcoût pour le tournage, pour la partie tournage seule, c'est environ 1 à 2% d'un budget. Donc mettons un film de cinéma à 5 millions d'euros, ça fait un surcoût de 5 à 70 000 euros sur un film. C'est pas négligeable, c'est amortissable. Et nous, ce qu'on dit, alors là je parle en tant que plutôt militant associatif, ce que je dis c'est il faut vraiment aujourd'hui que les pouvoirs publics, les institutions, les organismes professionnels, tout le monde s'assoit autour d'une table et dit bon, ce surcoût, il est quand même gérable. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit divisé intelligemment entre toutes les parties prenantes, à savoir les producteurs, les financiers, les institutions qui soutiennent, parce qu'on est en Europe et on a beaucoup d'institutions qui financent les contenus. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce surcoût ne soit pas assumé que par des producteurs courageux qui ont envie de le faire ? Et après, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on s'adresse au pouvoir public. On dit, et là, cette année, à partir du mois prochain, commence à passer au Parlement. Enfin, il y a l'examen de la nouvelle loi audiovisuelle, et on milite ardemment pour que la loi audiovisuelle qui va être votée intègre les notions d'éco-responsabilité que ça soit carrément dans la loi, de façon à ce que ça soit concrètement et réellement, que ça intègre les obligations de production. C'est-à-dire que moi, producteur, quand je signe un contrat d'une convention de développement ou une convention de production avec une chaîne et qui me disent dans le contrat, vous êtes obligé de produire de façon responsable. Comme ça, j'ai pas le choix. C'est comme l'URSSAF. Je suis chef d'entreprise, je paye l'URSSAF. Si je paye pas l'URSSAF, j'ai des ennuis. Voilà. Et si demain, tout le monde est obligé d'être responsable dans ces tournages, tout le monde le sera.
effectivement, ce que fait aussi les studios américains, je pensais à Universal avec Green is Universal, qui impose un certain nombre d'actions éco-responsables au sein de leur production, et ce qui a également une incidence, on va dire, sur la France avec, je pense, Elimination MacGuff, qui appartient à Universal, et donc les productions, alors c'est du film d'animation, mais sont produits avec derrière justement une charte d'éco-production. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'action d'EcoProd, qui est également un collectif qui a mis en place un nombre d'outils, de bonnes pratiques au cours de l'éco-production. Yo, EcoProd, c'était là, voilà. Pense à toi. Et qui a œuvré à la fois pour sensibiliser justement les consciences et la production, et puis apporter évidemment des solutions pour pouvoir éco-produire. EcoProd, et donc il y a Performance Burier dans la salle qui est membre d'EcoProd. Je pense qu'ils ont un peu prêché dans le désert tout seul pendant 10 ans avec à dire ouais faut machin, et à dire ce que je suis en train de dire, mais d'une certaine façon en plus c'est un regroupement d'institutions, donc c'est pas facile. Et là je pense que on parle beaucoup et ils sont quand même assez contents de voir que justement la question maintenant, aujourd'hui, vraiment en 2020, elle est sur la table et tout le monde est en train de vouloir y aller, de se responsabiliser, de vouloir travailler sur des livres blancs, de mettre en place des chartes, de signer des chartes, de s'engager, de tenir ses engagements. Donc, voilà, on est à la veille d'un mouvement. Nous, on trouve que ça ne va pas assez vite, mais parce qu'on est très impatient, mais il est véritablement en train de se passer quelque chose à ce niveau-là. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques mois, notamment quand de nouvelles mesures vont être prises. Je propose de donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux parler assez fort, ça va. Au fond, ils vont pas... Non, mais vous allez répondre à la question. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une éco-production ? Alors, en fait, c'est très simple. C'est que quand on produit un film, on utilise de l'énergie. On rassemble des dizaines, voire des centaines de personnes sur un lieu unique. On les nourrit, on les fait venir, on les transporte. Ça produit énormément de déchets. Et donc, c'est une responsabilité. On utilise beaucoup d'énergie. Imaginez les tournages quand vous tournez en... Je parle trop fort ? Non ? Ouais, je suis hyper content d'être là. Quand vous tournez dans une montagne, vous tournez un film de Nicolas Vanier au milieu des montagnes, vous êtes dans un site protégé naturel, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et vous venez quand même... Non, mais vous venez avec des générateurs et vous faites brûler du pétrole, etc. Donc tout ça, vous pouvez le réduire. Vous pouvez le réduire... Alors, je répète la question pour le monsieur qui est là. Et il y a un éco-assistant d'EcoProd qui est là-bas qui pourra super bien répondre à cette question. De Sequoia, qui est là et qui pourra très très bien répondre à cette question. Donc, tu me fais signe si je dis des bêtises, parce que c'est eux les techniciens. T'étais là ce matin à la conférence ? Bon, en gros, il y avait des gens très intelligents qui nous disaient qu'on était des sapiens, qu'on était là depuis 300 000 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle de la Terre. En fait, on est quand même assez cons, on a tous tendance à répéter sempiternellement les mêmes gestes. Et en fait, quand tu vas sur un tournage, pour faire changer ses habitudes à un directeur de production, à un régisseur, qui dit « Non, mais moi, je fais tel truc. Ouais, non, mais les poubelles, c'est comme ça. » C'est très difficile. Donc, ça implique quoi ? Ça implique que tu fais venir des gens, tu as un surcroît de travail pour dialoguer avec les professionnels sur place, mais qui est pas... Les gens ne sont pas de mauvaise volonté, nécessairement. C'est juste que ça s'apprend. Comme on a tous appris à trier nos déchets à un moment ou à un autre, qu'on continue à mal le faire parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, t'as un surcoût qui est un peu de gérer ça. Parce que les gens, ils sont en train de faire un film, ils sont pas en train de faire de l'écologie. Non, mais je comprends, hein. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut l'amortir et le financer. On fait aussi des économies par ailleurs. Et on fait des économies. Donc, si tu veux, le calcul, il est
environ 1 à 2% en moyenne de surcoût, et ce 1 à 2%, il est amorti environ de moitié par les économies, c'est-à-dire moins de papier, moins d'énergie, moins de transport, etc. Mais il reste quand même 1%. Donc 1% du budget d'un film sur un film à 10 millions, c'est 100 000 euros. Et à un moment, il faut les trouver, il faut les financer. Et effectivement, et là, je pense que j'ai 2 productrices avec moi, on est d'accord, 100 000 euros sur un tournage, même à 10 millions, ils font mal, quoi. Et donc, c'est pas à nous, les producteurs, d'assumer ça seuls. On peut en discuter, hein, mais la réalité, elle est là. Et c'est que c'est toujours plus facile de prendre un objet en plastique, de le jeter dans la nature, que de prendre un objet en plastique, d'aller jusqu'à la poubelle et de le jeter dans une poubelle. Tout à l'heure, on parlait des moyens de production sur des films à impact. Attends, juste, du coup, si tu oui, veux, oui, est-ce que tu peux te présenter? Parce que, que les gens sachent qui tu es. Quoi. Je suis Marc et je travaille dans la production aussi et dans l'audiovisuel. Et donc, on parlait des films à impact. Et donc, on parlait des moyens de financement qui ont des thématiques et que ces thématiques, elles sont décidées par les investisseurs. Là, maintenant, on parle d'éco-tournage. Or, je pense que déjà, là, tu n'as pas évalué l'idée qu'on peut diminuer l'amplitude des tournages. Ça, déjà, si tu réduis un tournage de 50, tu dépenses 50 moins d'électricité. Donc, tu peux diminuer ton ambition de film. Et ça, c'est un travail de producteur, justement, avec derrière des investisseurs qui auraient des intérêts écologiques à défendre. Donc rien que déjà diminuer la facture d'un film, c'est déjà le rendre plus écologique, il me semblait, non? Donc ça s'appelle le court-métrage. Non, mais... Non, justement, mais ça veut dire peut-être aussi travailler sur les moyens de production. Oui. Parce que derrière, il y a des marques, il y a des entreprises qui fabriquent des caméras et qui chaque année renouvellent leur matériel et qui chaque semaine ou toutes les 2 semaines nous annoncent des nouveaux matériels, qui demandent de la R&D, qui derrière sont des développements très coûteux écologiquement. Enfin. Eh ben, je peux répondre. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que le problème est assez vaste. Là, on était, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais déjà peut-être à cette question-là. Oui, c'est important. Voilà, ouais. Je te réponds. Et, donc, Marc, donc, qui travaille dans tu as raison. Tu as raison, mais évidemment. Mais il faut réduire au maximum, effectivement, l'amplitude de nos tournages, avoir le moins de postes possible, embaucher le moins de personnes. Tu as raison. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on fait? C'est quoi notre métier? On passe notre vie à essayer de faire des économies. Hein, moi, le documentaire dont je parlais tout à l'heure, la chaîne devait me filer 90 000 euros, à la fin j'en ai eu 18. Donc il y a un moment, oui, mais déjà on tourne avec... évidemment, ça c'est la base. C'est t'essayes de dépenser le moins de fric possible et t'essayes d'embaucher le moins de monde possible. C'est la base. Il n'y a que les grosses productions hollywoodiennes qui peuvent embaucher des milliards de personnes, faire des milliards de trucs. Donc... Après, une fois que ça s'est posé et que oui, la production, on est dans un système où on bosse avec des économies ultra serrées, on pollue quand même. Et comment on fait pour polluer moins? Et ça, c'est une longue marche parce que c'est pas évident. Parce que les habitudes de tournage, la post-production est aussi un poste très important de pollution parce que ça consomme des centaines de milliards de kilowatts chaque année. Et ben ça, c'est des trucs, on est en train de découvrir le chemin pour s'en sortir. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'effectivement, tout n'est pas réglé, mais en termes de tournage et également de post-production, on voit aujourd'hui qu'on peut recycler notamment toute l'énergie des render-forms pour chauffer les bâtiments. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc là, je vous invite à rejoindre les EcoProd, Sequoia, enfin tout ce qui se fait déjà, parce qu'effectivement, prenons déjà ce qui se fait, même si tout se fait. On peut encore améliorer, bien entendu, les choses. Mais en tout cas, c'est d'essayer de pouvoir optimiser évidemment tout ça. Et puis, si demain on fait des économies, je crois que tout le monde sera content et les producteurs en premier lieu. Je voudrais juste qu'on dise peut-être 2 mots, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie pour moi des sujets à impact. Et je sais que c'est un sujet qui, évidemment, on parle beaucoup dans le cinéma. C'est les thèmes de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité des sexes. Laurent, je vois que tu as ton petit pins 50-50 pour 2020. On sait qu'on avait lancé cette charte en 2016 ou 2017 plus précisément, qui a été signée par un certain nombre de festivals, par le CNC, des institutions, qui vise justement
à proposer plus de diversité dans les contenus et faire travailler en tout cas, plus de femmes puissent travailler à des postes à la fois à responsabilité, puissent devenir réalisatrices. Et je sais que toutes les deux, vous êtes engagées dans ces combats-là. Est-ce que c'est justement des thèmes que vous essayez de valoriser au sein de vos productions ? Alors oui, et c'est complètement naturel. C'est dans l'ADN de la société de favoriser l'émergence de talents qui vont plutôt être autodidactes, plutôt issus de milieux populaires et carrément, parce que c'est ces récits-là que moi j'ai envie de voir en salle. Et puis d'un point de vue très pragmatique, il y a une absence. Si Les Misérables est le phénomène qu'il est aujourd'hui, c'est peut-être parce que il y a tellement d'obstacles, tellement d'embûches sur le parcours de cinéastes, d'auteurs issus de banlieues, même la banlieue parisienne. Finalement, on pourrait penser que d'être à Paris, ça rend les choses plus accessibles, mais pas du tout. Eh bien, moi, c'est le pari que j'ai fait. Et c'est ce pourquoi je milite. C'est ce que j'ai fait avec la journée des jeunes producteurs indépendants, la fédération qu'on a créée ensuite. C'est ce que je fais à travers mes productions. C'est ce que je fais au sein du collectif 50-50 que je co-préside. Et en fin d'année dernière, on a justement fait signer à toute la profession une charte en faveur de l'inclusion. Donc le collectif est vraiment présent sur tous les sujets liés à l'égalité et, comme tu disais, faire en sorte que sur les plateaux, eh bien, on retrouve la même diversité de population qu'on voit dans la rue. Donc c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un peu un moteur pour moi. J'ai besoin des deux pour être équilibré. Il faut à la fois que je produise avec ma société et puis aussi que je réfléchisse avec d'autres et puis qu'on fasse bouger les choses autant que possible. Marion ? Je pense qu'on a une démarche et un modus operandi assez similaires toutes les deux, parce qu'effectivement, il y a Aban d'un côté, avec les valeurs, avec la production et les projets qu'on porte. Et il y a cette association que tu as mentionnée qui s'appelle Fran Am Built, qui est, pour faire court et simple, dans les mêmes lignes du deuxième regard, et en particulier d'initiative 50-50, je l'ai en anglais, en 2020, ouais, 50-50 by 2020. Et effectivement, mais c'est vrai que comme tu le formules, ça fait écho en moi, dans le sens où il y a effectivement mon travail en tant que productrice et la possibilité avec une association de rassembler de manière beaucoup plus large et de manière parfois plus neutre, parce qu'effectivement l'association, on l'a créée ensemble avec 54 autres femmes du milieu du cinéma au Luxembourg, avec la volonté forte de travailler pour l'inclusivité de manière générale. Mais ce qu'on savait aussi, c'est que une de nos priorités, c'était déjà de nous rassembler entre nous et de trouver une manière de fonctionner. Parce que moi, en tant que productrice, j'ai du pouvoir sur des embauches. En tant que réalisatrice également, on parlait du pouvoir, entre guillemets, des directeurs, directrices de production, de prendre certaines personnes de manière consciente ou pas, plutôt que d'autres. Et comment est-ce que déjà, on incarne le changement qu'on veut devenir, et comment est-ce qu'on arrive à se rassembler pour dire que c'est possible. Je pense qu'il y a des structures qui s'y prêtent plus que d'autres, effectivement, et la structure associative, pour ça, elle est parfaite, parce qu'elle est beaucoup plus neutre qu'une SARL. Donc c'est un équilibre. Ouais. Très bien, donc le sujet est vaste, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. On doit enchaîner avec la distribution. En tout cas, merci à vous, donc Marion Guth, Laurence Lascari, Julien Tricard.